Merci, monsieur le modérateur, de passer la parole. Je tiens à remercier l'Université catholique de nous avoir associés à cet échange. J'avoue que lorsque nous avons été saisis par cette institution, nous étions en même temps surpris, mais très heureux de penser de voir que c'est la faculté de philosophie qui s'intéresse à cette question. Et cela nous a changé énormément. Ça montre que la ZECAF a un déploiement qui commence à prendre corps au niveau du Cameroun et à l'Afrique centrale en général. Alors, il m'a été demandé d'exposer sur les motifs, sur les opportunités et même les défis de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Avant ça, mon modérateur nous a demandé de décliner notre profil. Moi, j'ai un très petit profil. Je suis universitaire. Je suis en service au ministère du Commerce. Je suis spécialement en charge des relations commerciales régionales et internationales. Et dans le cadre de la ZECAF, je suis négociateur en chef du Cameroun. Et dans mes temps perdus, si vous voulez, parallèlement, je suis enseigné à l'École nationale d'administration et de magistrature et à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Alors, avant d'aborder le sujet, je voudrais faire un petit exercice très important parce que nous sommes là dans l'après-midi. C'est vrai que ça fait un peu de temps, mais c'est important. Je souhaite vraiment que chacun d'entre nous puisse se lever et qu'on fasse un peu d'étirement parce que je sens que les gens sont un peu fatigués. C'est très important. Même le modérateur, voilà, très important. Chacun s'étire comme il peut. Ok, je vous prie de vous asseoir. Merci beaucoup. Merci pour cette attention. Je considère que je m'adresse à des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de la zone de libre-échange continentale africaine. Venez d'être parfaitement édifié par le docteur Jacob Odio. Mais il est quand même aussi important qu'on puisse revenir sur les véritables causes de la mise en œuvre de cet instrument qui a une vocation économique et commerciale, d'intégration économique et commerciale en Afrique. Et pour mettre l'accent sur l'explication, je parle toujours d'un paradoxe, de plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que l'Afrique est remplie de ressources naturelles, mais les Africains demeurent à la pauvreté. L'Afrique contribue seulement à hauteur de 3% dans le commerce mondial. C'est-à-dire que lorsque les Africains commencent l'échange, leur contribution dans le commerce mondial s'évalue à 3%. L'Afrique, lorsqu'on échange entre nous, c'est-à-dire le Gabon avec la Guinée équatoriale, avec l'Égypte, le Cameroun avec l'Éthiopie, quand on évalue, on est à 16%. C'est trop bas. Contrairement aux autres blocs commerciaux beaucoup plus développés comme l'Union européenne qui est à 72%, l'Asie, l'Amérique sont à 50-52%. Et cela m'amène à dire et à accepter que le commerce est un instrument de développement
et d'intégration par excellence. Parce qu'en réalité, lorsqu'on vend sa culture. Lorsqu'on échange la culture. Les relations internationales, vous verrez, les relations d'intégration, c'est le commerce. Et quand vous suivez l'actualité aujourd'hui, les crises, les tensions, tout part généralement du commerce. Même quand c'est la guerre, c'est le commerce. Donc l'instrument de développement et d'intégration par excellence, c'est le commerce. Les pères fondateurs classiques ont compris cela. Ont compris que pour se développer, il faut passer par le commerce. Et quand je vous dis que nous sommes à 16%, ça veut dire qu'on ne se parle pas. Et si on ne se parle pas, on ne peut pas s'intégrer. Si je n'échange pas avec mon voisin, si je ne vends pas ou je n'achète pas chez mon voisin, ça veut dire qu'on ne discute pas, on ne parle pas. Et on ne peut pas penser à une intégration dans ce cas. L'Afrique, un autre paradoxe, c'est que l'Afrique est fragmentée en plusieurs petits marchés. Cela ne peut pas encourager les échanges. On a vu que 100 frontières terrestres. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, c'est plus de 50 ans qu'on compte les frontières. Et plus de 40 monnaies. Plus de 40 monnaies. Et vous savez que la monnaie est un outil essentiel dans les échanges commerciaux. Comment l'éleveur qui est dans la Damawa ou dans le nord du Cameroun va facilement échanger avec son voisin nigérien alors qu'ils ont des monnaies différentes? Au Cameroun, on utilise le franc CFA. Lorsque je vais aller voir mon Nigérien, il va me donner le bail, il m'a fait ce que je vais en faire. Avec 40 monnaies, on ne peut pas développer les échanges commerciaux. Et un autre paradoxe, c'est que les droits de l'homme sont beaucoup plus élevés en Afrique. Lorsqu'on décide d'échanger en Afrique, lorsqu'on décide d'échanger avec les pays tiers, hors du continent, c'est un autre paradoxe. Et ce qui est intéressant, c'est que, avec le reste du monde, c'est les produits, je vais dire les ressources naturelles qui sont exportées. Des ressources qui n'ont pas une grande valeur ajoutée dans les échanges. Parce que lorsqu'on prend de l'or, on prend du pétrole, on envoie de l'autre côté, ça n'a pas une véritable valeur ajoutée. Ce qui a une valeur ajoutée, c'est si on vendait des produits manufacturés, des produits transformés, si on transformait les ressources naturelles. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque les Africains décident d'échanger, c'est davantage de produits manufacturés. Et je pense que c'est ce qui peut donner de l'espoir, c'est que la ZLECAf puisse prendre le bord. Parce que comme le docteur Jacob Couture l'a dit, c'est que la ZLECAf vise à éliminer les droits de douane sur les échanges commerciaux, mais également ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. On entend par là les tracasseries, on entend par là le manque d'infrastructures qu'on y a retenu. Et quelque chose qui peut également motiver la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est notre population. Et cette population constitue ce qu'on appelle les consommateurs. On est à près de 1,3 milliard de consommateurs. Si on produit seulement pour ces consommateurs, je crois qu'on n'a même pas besoin d'aller vendre bien d'acheter ailleurs. Le PIB de l'Afrique est actuellement cumulé à 30 milliards. C'est un bon indicateur. Et je pense que c'est cet espoir, ce sont ces raisons qui ont permis de donner la possibilité aux pères africains de penser à la mise en œuvre de la ZLECAf. Des cas pratiques sur les difficultés que nous rencontrons lorsque nous échangeons. J'aime toujours cet exemple parce que c'est un exemple qui parle. Le Ghana fabrique le savon de ménage. Et la principale matière première pour fabriquer le savon de ménage, c'est l'huile de palme. Qui est le premier producteur de l'huile de palme en Afrique? C'est le Nigeria, son voisin. Et voyez-vous, le Ghana importe son huile de palme de la Malaisie. C'est tellement
Mon voisin est le premier producteur sur mon continent. Et je ne vais pas chercher plus de part. Il allait le même pour les sociétés pastorales qui sont au Kenya. Coca-Cola au Kenya a besoin des fruits de la passion. Mais Coca-Cola du Kenya importe ses fruits de la passion de la Chine plutôt que de l'Ouganda voisin qui en produit. Maintenant, si on revient en Afrique centrale, non, il est 6 fois plus coûteux d'amener une marchandise à Djamena, du port de Douala à Djamena, que d'importer du Shanghai le port de Douala. Mais vous allez voir que le producteur du savon de ménage ghanéen, il ne part pas chercher le savon, lui ne part sa matière première au Nigeria, pour plusieurs raisons. La première, ça peut être le manque d'information. C'est un élément très important et quand on dit toujours, et vous avez l'habitude de le dire, qui détient l'information, détient le pouvoir. Peut-être que lui ne sait pas que son voisin nigérien fabrique, produit de l'huile de palme. Un autre élément, c'est le manque d'infrastructure. Je vous ai dit pour aller à Djamena, c'est 6 fois plus coûteux que de quitter Shanghai pour le port de Douala. Peut-être qu'en allant vers le Nigeria, il va subir, le producteur ghanéen va subir un certain nombre de tracasseries, ne vont pas l'encourager à chercher à importer sa marchandise du Nigeria. Un autre problème, c'est justement les droits de douane. Lorsqu'il évalue entre le Nigeria et le Ghana, les droits de douane peuvent être beaucoup plus élevés que entre le Ghana et la Malaisie. C'est autant de paradoxes qui ont amené les chefs d'État à dire, et le gouvernement de l'Union africaine à dire qu'on va lever ces barrières. Parce qu'en réalité, tout ce que je viens de citer, ce sont des barrières au commerce. On a donc décidé d'éliminer ces barrières. Les barrières tarifaires qui sont les droits de douane, comme on l'a dit tout à l'heure, et les barrières non tarifaires qui sont des obstacles aux échanges commerciaux. Alors, maintenant, bénéficier de la zone de libre-échange continentale africaine qui a été définie par le Dr Jacob Ocho, il faut produire des biens made africains. Il n'est pas question d'importer des marchandises de Dubaï et de la Chine pour venir produire et dire que les avantages ne sont pas accordés dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine seront partagés. Non. La ZLECAf, c'est un instrument dédié aux opérateurs économiques africains. Et ce sont les produits made in Africa qui vont bénéficier de ces avantages. C'est très important que vous le leviez. Alors, en ce qui concerne donc les opportunités, la ZLECA a bien évidemment, si on enlève les droits de douane sur les marchandises qui sont importées entre nous, bien évidemment, ça va encourager les échanges. Ça va diversifier notre source d'approvisionnement. Je prends un exemple. En Afrique du Sud, on fabrique l'électroménager. Et dans cette salle, je suis sûr que la plupart des électroménagers viennent de l'Allemagne. Pourtant, l'Afrique du Sud est une industrie vraiment développée. Alors, si on élimine les droits de douane, je pense que ça va encourager le consommateur camerounais, rwandais, à aller prendre son électroménager, ses appareils électroménagers en Afrique du Sud. C'est ça l'essence de la ZLECAf. C'est aussi important pour les opérateurs économiques, pour les producteurs, qu'elle allait apporter son huile de palme de la Malaisie, avec les droits de douane qui sont éliminés, les tracasseries qui sont éliminées, ça pourrait bien moins cher de le prendre, de prendre l'huile de palme au Nigeria. C'est ça l'esprit de la ZLECAf, c'est faciliter les échanges. Et on a mis en place un certain nombre d'instruments qui va donc faciliter les échanges. D'abord, pour résoudre le problème d'information. On a mis en place ce qu'on appelle
l'Observatoire du commerce africain, qui permet aux opérateurs économiques d'avoir un répertoire de production, un répertoire de demande. Un autre instrument, c'est les règles écologiques. Ce sont des critères qui permettent de définir la nationalité économique d'un produit. Un autre instrument, c'est le mécanisme d'élimination des barrières non tarifaires. Aujourd'hui, à partir d'un smartphone, je suis capable de dire qu'à tel contrôle, on m'a interviewé, on me demande un papier qu'il ne fallait pas. C'est possible. Cet instrument existe. Un autre instrument, et pour moi c'est l'instrument le plus parfait dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de échange continental africain, c'est le mécanisme de paiement numérique en ligne. Parce qu'il vient résoudre les problèmes de compétitivité et de compensation auxquels font face les opérateurs économiques dans le modèle actuel des échanges commerciaux. Je veux aller au Ghana, j'utilise le CETI, nous sommes ici, nous utilisons le franc CFA. Ce sont des transactions qui mettent parfois loin. Or, avec ce mécanisme de paiement en ligne développé par la présidente, vous avez la possibilité de manière instantanée de payer votre fournisseur, de régler votre échange. Alors, pour réussir dans le cadre de la zone de libre-échange, je terminerai par là parce que je vois que mon modérateur est déjà. C'est une seule chose, c'est renforcer l'offre. On va passer toute la journée à discuter. C'est renforcer l'offre en quantité et en qualité, c'est-à-dire produire en grande quantité et les biens de qualité. C'est pour cela que dans son intervention tout à l'heure, le Dr Jacob Ochoa a relevé qu'il fallait développer les infrastructures. Pour produire, il faut des infrastructures. Pour produire en grande quantité, il faut des infrastructures adéquates. Et pour produire les biens de qualité, il faut également des infrastructures adéquates. Par exemple, l'infrastructure qualité. Vous pouvez produire en grande quantité, mais si vous ne mettez pas sur le marché des biens de qualité, ça ne va pas intéresser le consommateur. Il faut innover. C'est le problème de nos opérateurs économiques aujourd'hui. Nous n'innovons pas. Et je prends toujours ces exemples. Le chocolat, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise. On a un chocolat traditionnel ici. Il a la même forme. Quand je suis né ici, je suis chocolaté, je suis j'ai grandi, je vieillis, c'est le même chocolat, la même forme. Alors que vous avez des entreprises étrangères qui donnent des formes au chocolat, qui changent, qui donnent des mots qui en bas bien. L'innovation est un élément très important dans les échanges commerciaux. Je vous remercie pour votre très bonne attention. Merci, monsieur Parfait Écho, pour cette contribution. Je pense que je cherchais du regard le doyen de la faculté de philosophie, mais arrivé à ce moment, il est bon que nous puissions prendre le troisième intervenant qui aurait pu apporter un certain nombre d'éléments de contribution. Alors, la prise de parole de M. Parfait Écho a été très claire. Les éléments de synthèse pris ici en termes de cadre conceptuel, c'est notamment l'insistance sur le Made in Africa, qui est effectivement ce qu'on peut appeler le cœur de cette création de la zone de libre-échange continental africaine. Alors, le Made in Africa, il a posé trois éléments pour y arriver, les motifs pour y arriver. Il a présenté les opportunités que cela offre et enfin, il a engagé l'élément des défis.
par rapport à la qualité et à la quantité de l'offre pour soutenir cette intégration dont le pilier est justement porté par le commerce. Intégrer, s'intégrer par le commerce, il a si bien précisé ici, est justement l'axe qui a été choisi par les chefs d'État pour constituer cette ossature ou pour ancrer la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Monsieur Eko a davantage insisté sur les cas pratiques et avec deux éléments qui reviennent comme également point de la carte conceptuelle, c'est les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Il insiste justement sur la deuxième catégorie, parce que pour les barrières tarifaires, c'est assez simple, on va dire ça comme ça, puisqu'il s'agit des droits de douane. Le précédent intervenant, le docteur Kodjo, avait indiqué justement tous les mécanismes qui sont portés pour harmoniser les politiques en matière justement douanière. En matière de barrières non tarifaires, il y a effectivement du travail à faire et des mécanismes ont été mis en place pour justement réduire ou alors éliminer ces différentes barrières. Et ici, Monsieur Parfait Eko a insisté sur quelques outils. Il a parlé de l'Observatoire du commerce africain, voilà. Et ensuite, il a également insisté sur les règles d'origine. Vous comprenez très bien que les règles d'origine sont liées au Made in Africa. Voilà. Et les mécanismes d'élimination des barrières dites tarifaires pour revenir à ces niveaux, avec un point sur la numérisation ou l'économie de paiement numérique. Je crois que c'est fondamental. Les autres éléments ont déjà fait l'objet de présentation, puisque c'est une suite de l'exposé précédemment donné par le docteur Kodjo. Il s'agit donc ici, pour cette dernière partie, qui aura 20 minutes environ, de nous accorder les violons par des questions de certains d'entre vous qui souhaiteraient avoir des éclaircissements sur un certain nombre de points. Voilà, alors vous demandez la parole, vous vous présentez, vous posez votre question sans commentaire et vous adressez la question à l'un des panélistes et il va vous répondre directement. Je vous remercie. Bien, oui, monsieur. Merci. Je vais passer la parole. Je suis le docteur Fred Lucani. La question s'adresse je peux donner un peu au niveau de la il me semble qu'en 2020, on inaugurait le secrétariat permanent de la CECAF. Et qu'en ce jour, on compte quasiment 47 ratifications des États et que la quasi totalité des États est signataire des traités. Si on essaie de faire une évaluation au parcours, est-ce que de façon pragmatique, on peut déjà parler des retombées de la CECAF jusqu'à ce jour? Merci. Merci. Ma question s'adresse à M. Eko. Je suis Julien, ancien délégat et doctorant. Alors, lorsqu'on lit l'agenda 2063, on observe une insistance et même un espoir sur les investissements étrangers. Est-ce que ce n'est pas un autre paradoxe avec les objectifs de la CECAF? Question, oui.
Bonsoir à tous. J'adresse une question à M. Parfait et vous. Je suis étudiant en philosophie, faculté de philosophie deuxième. Comment parler de mine Afrique sans la science et la technologie? Comment parler de mine Afrique sans les écoles, dès les écoles primaires jusqu'à l'université, qui forment les Africains qui peuvent réaliser ce mine Afrique? Et est-ce qu'on peut aussi, parce que de matin, je pense que c'est une affaire de libre-échange qui touche la commerce et l'économie, est-ce qu'on peut aussi parler de libre passage? Libre passage. Libre passage. Ça, c'est trois questions pour vous. Merci. Oui, dernière question, s'il vous plaît. Merci pour la tolérance. C'était trois questions, vous en avez ajouté une. Moi, je suis Madame professeure Cécile Donissan-Négousset, chef de département de littérature, mais surtout des civilisations africaines. C'est à ce titre que je suis là. Je pense que le modérateur, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois à Amérique, dans les conférences liées sur cette thématique-là. Sur ce, chacun balaye devant sa porte. Donc, je vais embrayer sur la relation entre ce libre-échange et les passerelles culturelles. Je voudrais savoir si le commerce, lorsqu'il y a toutes ces barrières-là, est-ce qu'il n'y a pas d'impact justement de la non-connaissance des cultures de part et d'autre qui peuvent créer des freins et des peurs de part et d'autre et qui justement peuvent impacter sur le commerce? Je vous remercie. Merci. Je pense que la dernière question s'adresse aux deux principaux panélistes, dont chacun essaiera d'apporter des éléments de réponse. Je vais commencer par M. Parfait Epo, qui a reçu trois questions, même si il pourra combiner parce qu'il y a des éléments qui se recoupent. C'est la question justement de l'évaluation. Oui. Voilà. Merci. Oui, alors la question de l'évaluation et de retombée aujourd'hui de la Zénith, puisque nous avons une quarantaine d'États partis. Donc, c'est la première préoccupation. La deuxième s'intéresse à l'agenda 2063 avec un point d'ancrage sur le fait d'attirer les investissements étrangers. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe de vouloir faire du In Africa avec les investissements étrangers? Je pense que vous aurez l'opportunité. Et le dernier, effectivement, c'est une question qui s'interroge sur l'absence de sciences et de technologies, ou alors, pas en pleine absence, peut-être on va dire insuffisance, et la relation avec le Made in Africa. Comment le faire? Et l'intéressé, justement, à aller plus loin en disant tout ce qui est corpus depuis le primaire jusqu'à l'université aujourd'hui l'inquiète un peu en termes justement d'objectifs par rapport au Made in Africa. Alors, le professeur tout à l'heure a renchéri sur un point qui n'est pas très éloigné sur ces questions de culture, parce que je vois très bien le lien entre la science, la technologie et la culture, sur les passerelles culturelles. Et à ce niveau, elle s'intéresse sur l'impact justement de la non-connaissance de ces cultures-là
là ou de cette passerelle culturelle sur la mise en place effective de la déléguée. Je crois que j'ai été fidèle aux préoccupations des uns et des autres. Maintenant, à vous, monsieur, pour faire l'écho, la première prise de parole. 5 minutes. Merci pour cette parole une fois de plus. Sur la première question en matière de l'autorité, étant donné que nous sommes déjà dans cette ratification, ce qu'il faut dire, c'est que je crois qu'on est sur la bonne voie. Le rythme est très long. Très long, je crois, parce que je vais aller à la genèse. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont décidé de mettre en place la zone de libre-échange occidentale africaine en 2012. Les négociations ont débuté en 2015. Et puis en 2018, on a signé l'accord. 44 pays fondateurs, c'est-à-dire 44 pays aussi. Donc, soit 3 ans après le début des négociations, jamais plus longtemps. 54 pays qui négocient. En 3 ans, ils sortent un document qu'on va appeler un accord cadre, assorti d'un certain nombre de protocoles. Ça, c'est la première fois, personne n'avait imaginé ça. La deuxième chose, lorsque on a voulu mettre en place justement les échanges, l'opérationnalisation effective de la zone de libre-échange occidentale, c'était en juillet 2019. Pourquoi juillet 2019? Parce que lorsqu'on signe l'accord en 2018, on attribue un quota pour les ratifications, pour ceux qui sont habitués aux accords. Il faut que l'accord soit ratifié, qu'il soit vraiment effectif. Un autre record, c'est que soit un an après, en mai 2019, on a atteint le quota de ratification. En juillet 2020, on décide l'opération. Qu'est-ce qui arrive en 2020? La Covid. Donc on est face à une situation qui a eu un peu de déséquilibre dans les décisions, dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments. Il fallait se repositionner. Et vous voyez, c'est en 2022, on lance effectivement les échanges sous l'égide des préférences de la ZECAF. Et à l'appel 7 pays, parmi lesquels le Cameroun. Donc le Cameroun fait partie des pays de la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine. Mais ce qu'il faut relever, c'est que la mise en œuvre ou bien l'opérationnalisation effective était axée sur les échanges de marchandises. Mais ce n'était pas là le véritable objectif. Il fallait tester le cadre juridique de l'accord à travers cette phase de dialogue. C'est ce qu'on a fait, on a effectivement changé. Même s'il y a quelques petites corrections à faire, ce sont des corrections mineures. Donc, à ce jour, nous sommes en 2025. Bon nombre de pays ont déjà des certificats d'origine, c'est-à-dire qu'ils changent, il y a de manière pratique. Les Chine sont déjà une trentaine de pays qui changent effectivement. Peut-être moins que les ratifications, mais ils changent effectivement. Je pense que or, il y a 10 ans, il y a 5 ans, les Africains se parlaient même quand ils ne changent pas, on ne pouvait pas savoir. On fabrique les balions au Kenya. Donc, avec la mouvance, avec l'opérationnalisation, qui, pour ma part, va quand même à l'université là, nous pouvons penser qu'il y a espoir. On pense que le gouvernement, en termes de retombées, on a pu voir que le cadre juridique, que pour une fois, les Africains peuvent mettre en place un cadre juridique qui contient tout le monde et qui s'applique à tout le monde et qui marche. Donc, je voudrais qu'on regarde beaucoup plus avantage le cadre juridique qui est testé et qui marche correctement. Maintenant, ce qui concerne l'agenda 2063 avec la traite des investisseurs, c'est même ça l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous l'avons dit dans notre rapport disposé que les produits qui vont bénéficier des avantages, des préférences, c'est-à-dire ceux à qui on va
les produits sur lesquels on est éliminé les fois. Ce sont les produits pays africains qui respectent ce qu'on appelle les règles d'origine, la nationalité économique. Produit, c'est ça, les règles d'origine. Ça donne une nationalité économique à nous. Pour que un produit soit considéré comme produit africain, il faut qu'il respecte un certain nombre de règles. Et c'est ça qu'on appelle règles d'origine. C'est un peu comme avec la filiation. On peut dire qu'au Cameroun, pour être camerounais, il faut avoir moins d'un parent. En considérant que les parents sont des matières premières et puis le produit c'est l'enfant. Alors, lorsque on limite ces règles d'origine, on oblige les autres continents, les autres pays, hors du continent, sont obligés de venir s'installer en Afrique. Quand on parle de délocalisation, pourquoi? Parce que les produits qui viennent de la Chine sont taxés quand ils entrent en Afrique. Alors, si le Chinois ou l'Asiatique ne peut pas payer le marché africain, parce qu'il sait qu'il y a un instrument qui permet de faire circuler ces produits en Afrique sans payer les droits de douane, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter, ils vont délocaliser les entreprises pour venir s'installer. Parce que pour respecter le premier critère, c'est qu'il faut la reproduire en Afrique. C'est la première règle de l'Égypte, c'est qu'il faut produire sur le sol africain. Du moins, partiellement, il faut produire en Afrique. Donc, on va assister, on pourrait, on a espoir, on va assister à une délocalisation. Moi, je comprends le cas, dans le cas de l'Afrique centrale, on a un instrument similaire qu'on appelle le tarif différentiel. M. Jacob jouait à la manœuvre par rapport à cet instrument. Le tarif différentiel, c'est pas différent de la zone de libre-échange africaine. Parce que les produits peuvent circuler dans la zone communautaire sans payer les droits de douane. Ok? Alors, une entreprise comme Dangote qui vient s'installer au Cameroun. C'est pour cette raison que Dangote est venu. Dangote est peut-être à mesure de produire son ciment au Nigeria et exporter au Cameroun, exporter. Mais pour bénéficier de ce tarif différentiel, Dangote a eu besoin de venir s'installer au Cameroun pour éradiquer le marché sur le journal. C'est la même chose. Vous voyez que ce tarif différentiel a attiré l'investisseur. Il n'y a pas de Dangote, il y a plein d'autres entreprises. Bon, le modérateur me disait la question. Je crois que je vais laisser le reste de l'histoire à M. Jacob. Oui, M. Jacob, je crois que la réponse se trouve aussi un peu dans le développement qui a été fait. L'installation peut correspondre aussi au transfert de technologie, au transfert de savoir qui permet de rehausser ce que nous avons déjà juste pour qu'il ne soit pas amené à développer. Je ne sais pas si le docteur Kochou a quelque chose à ajouter. S'il vous plaît, 3 minutes, sinon 2, si c'est possible, docteur Kochou. Sur la troisième préoccupation, celle des passerelles culturelles. Ok, merci pour la parole. Concernant la question relative à la relation qui peut exister entre la ZLECAf et la culture, la réponse peut avoir plusieurs dimensions. Premièrement, il faut considérer que dans le cas de la mise en œuvre de la ZLECAf, la culture doit être prise comme un objet marchand, un service marchand. Et de ce point de vue, dans la nomenclature de classification des secteurs des services, la culture est classée parmi les services récréatifs. Et maintenant, il appartient aux acteurs de la culture de s'inscrire dans la logique d'une activité commerciale et marchande pour pouvoir accéder aux préférences qu'offre la ZLECAf pour le secteur de la culture. La deuxième dimension de la réponse va être orientée sur la propriété intellectuelle. Le protocole sur les droits de propriété intellectuelle a un annexe sur le droit d'auteur, qui est un instrument fondamental pour la promotion de la culture. Le troisième élément de la réponse
va être orienté sur la réglementation du secteur de la communication et des télécommunications. Ici, le débat consiste à imposer un temps d'antenne pour le contenu local, le contenu culturel local, à toutes les entreprises de communication et de télécommunication qui obtiennent une licence d'exploitation sur le territoire africain. En termes de contenu d'information, en termes de contenu de publication, des productions culturelles locales et autres. Et donc, il n'y a pas une déconnexion entre le secteur de la culture et la mise en œuvre d'un accord de libre-échange. Il faut simplement que les acteurs de la négociation aient l'intelligence nécessaire et la connaissance nécessaire des instruments de la technique à mettre en œuvre pour introduire dans le cadre réglementaire les dispositions qui vont valoriser le secteur culturel. Et je pense que dans le cadre de la SECAF, il y a suffisamment d'instruments qui ont été prévus pour que les acteurs du secteur de la culture puissent être intégrés dans la construction du marché unique africain à travers la SECAF. Mon dernier, si vous me permettez, je vais dire 2 mots concernant la question de l'investissement. Parce que c'est une préoccupation qu'il faut clairement clarifier. De notre point de vue, il n'y a pas de paradoxe à ce que l'agenda 2063 vise à mobiliser l'investissement étranger pour construire l'intégration africaine. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a aucune partie du monde, aucune puissance sur la terre ne s'est développée en mutation. On a pu prendre la coopération avec les parties tierces pour achever son développement. Et dans le cas d'espèce, la mobilisation des investissements étrangers est un déterminant essentiel pour le développement industriel, pour la mise en œuvre même des instruments de politique commerciale. Le deuxième élément, vous l'avez évoqué, l'investissement est un moyen de transfert de technologie. Seulement, une fois de plus, il faut que les acteurs qui négocient les agréments avec les investisseurs étrangers aient la présence d'esprit nécessaire pour introduire dans le cahier de charge des investisseurs les engagements qui visent à transférer la technologie, à valoriser la main-d'œuvre locale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de paradoxe au fond, mais il y a des défis opérationnels pour la mise en œuvre qu'il faut relever pour mettre l'investissement étranger au service de la construction de l'intégration africaine. Merci. Merci au docteur Kocho pour cette conclusion. Je la prends comme cela par rapport aux questions. Notre dernière phase dans le cadre de ce panel. Je vais tout simplement indiquer que nous sommes arrivés au terme de cet échange. Je vais remercier M. Eko et le docteur Kocho qui ont bien voulu apporter des contributions significatives ou alors apporter de ce qu'ils ont comme expertise dans le cadre de l'opérationnalisation de la ZLECAF. Donc, l'accélérateur de l'intégration africaine, enjeux, défis et perspectives, ce qui est réuni ici. Je vais également remercier chacun d'entre vous pour la participation, pour les échanges à travers vos questions et pour avoir mobilisé ce temps afin de participer à ce panel. Je pense que nous arrivons au terme, on va se retirer pour laisser la suite au présentateur, c'est ça? Voilà, qui va nous indiquer ce qui va suivre. Je vous remercie.
Non, vous pouvez. Derrière. Je vais m'asseoir derrière. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, professeur Ombala Magellan, révérend père recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, révérend père recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, mesdames et messieurs, distingués invités, nous arrivons à la deuxième articulation de cette séance de l'après-midi. Je vais donc appeler le modérateur de cette séquence. Je vous prie d'accueillir ici le professeur Yvon Elenga, doyen de la faculté de sciences sociales et de gestion. Après cette séquence, nous aurons une photo de famille, et après la photo de famille, il y a un cocktail dînatoire qui est offert à tous les participants. Monsieur le modérateur, vous avez la parole. Professeur Magellan Ombala, inspecteur général et représentant, Monsieur le ministre du Commerce, Monsieur le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, Monsieur le secrétaire, Madame la présidente du Conseil scientifique de l'Université catholique d'Afrique centrale, chers enseignants, en la variété de vos titres et grades, chers participants, vous l'avez entendu depuis ce matin et cet après-midi encore. Il y a un peu plus de 5 ans, le 21 mars 2018, les pays membres de la Commission de l'Union africaine signaient un accord définissant les actes fondamentaux d'une zone de libre-échange continentale africaine, en anglais, the African Continental Free Trade Area. Cet accord entre les membres de l'Union africaine vise à couvrir
ouvrir un marché africain de plus d'1,3 milliard de personnes, 300 millions de personnes. Voilà encore rappelé tout à l'heure. Démarré depuis le 1er janvier 2021, le commerce interafricain est une dynamique d'échange qui mobilise à la fois acteurs politiques, institutions régionales et systèmes juridiques. À terme, la ZLECAf va regrouper la zone tripartite de libre-échange qui comprend le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement d'Afrique australe, avec d'autres, par exemple la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union du Maghreb arabe et la communauté des États sahélo-sahéliens. L'objectif, vous en doutez, de ce projet est de porter à un niveau d'intégration assumé l'ensemble des 55 États de l'Union africaine au sein de la zone de libre-échange. Ce vaste programme ne peut être laissé aux seuls politiques, ni aux seuls économistes, dont les intuitions et les actions sont au demeurant déterminantes dans l'implémentation du cahier de charge de la ZLECAf. Si l'objectif singulier de ce symposium est d'opérationnaliser la ZLECAf comme accélérateur de l'intégration africaine en soulignant les enjeux, les défis et les perspectives, il va de soi que le cadre de nos assises ne peut aider à épuiser les soubassements heuristiques et épistémologiques et pour finir les implications des dynamiques sociales innovantes. Cependant, comme vous le savez, l'honneur de penser la chose et ses articulations fait partie de la vocation principielle de l'université. C'est donc à juste titre que je voudrais inviter ici à prendre place. D'abord, le professeur Stéphane Gaston Bofongo, doyen de la faculté de philosophie et porteur du projet ZLECAf UTAC, qui nous fera tout à l'heure une présentation générale de notre symposium. À sa suite, je voudrais aussi inviter le professeur Marie-Thérèse Miendé, présidente du conseil scientifique de notre université, qui nous adressera une autre circonstance et que je salue avec une affection singulière. Nous avons des liens interfacultaires, vous comprenez que mention spéciale en fait dans ce qui nous unit au-delà de sa muséum. Je voudrais aussi très respectueusement inviter ici le professeur Abbé Thomas Bienvenu, recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, qui nous dira sur la tête de l'université. Peut-être un mot particulier, monsieur le recteur, monsieur le doyen de la faculté de philosophie et madame la présidente du conseil scientifique
l'université. Ainsi que je l'ai annoncé dans l'entame de cette cérémonie d'accueil officielle et d'ouverture, le symposium international transdisciplinaire sur le projet Zone libre d'échange continentale africaine, le CAC, bénéficie d'un parrainage pleinement assumé. Et je suis heureux que Son Excellence, Monsieur le ministre Luc Magba Pakana ait délégué pour le représenter le professeur Magellan Omala, que je vous invite à acclamer et à féliciter. Mes chers amis, pour notre gouverne, il est bon que je précise les motivations et les raisons qui ont fait que ce symposium international transdisciplinaire soit parrainé par celui qui détient le marocain du ministère du Commerce de la République du Cameroun. Le choix du parrain de ce symposium ne se limite pas à la communauté thématique qui correspond au magistère qu'il exerce en tant que ministre de la République. Professeur Béranger Magellan Omala, je vous prie très sincèrement de transmettre à Monsieur le ministre les motivations suivantes. La source nourricière de ce choix est à chercher, donc à trouver, dans son propre itinéraire académique et professionnel. Je me permets d'évoquer le droit et les sciences économiques à l'Université de Yaoundé, à l'époque avec une université Yaoundé, le transport international maritime et aérien à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, le droit des entreprises publiques aux universités Paris Sud et Paris Sud, et je ne laisserai pas de côté la Caisse nationale de prévoyance sociale, la délégation pour l'Europe et l'Afrique du Nord de l'Organisation camerounaise de la Banque à Paris. J'ajouterai aussi à cela le porte-parole des pays d'Afrique, Caraïbes et de l'Océan Pacifique, partenaires de l'Union européenne de négociations commerciales multilatérales à l'Organisation mondiale du commerce. Tout cela, mis ensemble, lui donne donc légitimité, compétence et autorité à parrainer ce symposium sur le thème qui a été défini ici, zone de libre-échange continentale africaine de l'UCAC. Avant que de procéder justement aux prises de parole diverses programmées pour cette cérémonie d'ouverture, je voudrais inviter le curé de notre paroisse, qui est dans la salle, je voudrais donc inviter le curé de notre paroisse à introduire cette cérémonie dans une offrande de prière et surtout en communion avec l'Église universelle qui regarde le côté de Rome.
Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es source de toute sagesse et de toute intelligence, nous te rendons grâce pour ce jour de grâce où s'ouvrent les travaux de ce symposium international transdisciplinaire, fruit du labeur, de la vision et de l'engagement des hommes et des femmes réunis pour la noble mission de la recherche et du dialogue. Nous te louons spécialement pour les 30 années de service et de rayonnement de la faculté de philosophie, instrument de formation, de réflexion critique et de quête de vérité. Bénis tous ceux et celles qui ont contribué à cette œuvre et renouvellent en chacun l'élan du cœur et de l'intelligence au service de l'Afrique et du monde. Seigneur, en ce temps de réflexion sur la zone de libre-échange continentale africaine, donne à chaque intervenant la clarté d'esprit, le courage de la vérité et l'humilité du service. Fais de ce symposium un espace d'écoute, de fécondité intellectuelle et de fraternité entre les peuples et les nations. Que les idées échangées ici puissent, à travers les disciplines et les frontières, contribuer à bâtir une Afrique unie, juste et prospère, une Afrique juste et prospère. Esprit Saint, toi qui inspires la communion de la différence, viens habiter nos débats, guide nos travaux et éclaire nos décisions. Que ton souffle accompagne cette démarche transdisciplinaire afin qu'elle porte des fruits durables au service de la paix, de l'intégration africaine et du bien commun. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame de la sagesse, Saint Augustin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père Curie, pour votre réflexion à cette cérémonie d'ouverture solennelle du symposium. La cérémonie qui se tient maintenant est dans la chronologie de l'événement que nous célébrons, un peu en décalage, mais en respect des formes et surtout marquer l'acte par lequel nous devons entendre les autorités diverses et de la faculté et de l'université et du ministère du Commerce. Il était opportun que cela puisse avoir lieu et que cela soit marqué dans le marbre comme un événement essentiel et inaugural. Alors, je voudrais, dans cette logique, donner d'abord la parole au professeur Fidel Gaston qui va nous donner une présentation en rétrospective et une présentation générale de notre symposium. Avec la permission du modérateur et du directeur, je vais dire. Yes. Merci pour la parole du modérateur. La FDECA, un projet d'élévation humaine et durable de l'Afrique, des Africaines et des Africains. C'est avec beaucoup de joie, d'émotion et de sentiments de gratitude que je prends la parole pour ouvrir les communications officielles de ce symposium international transdisciplinaire. Donc, il y a les officialités, les représentants du ministre, professeur Benjamin Julie, de révéler des choses que je ne connais parfaitement sans avoir vu. Parce que nous avons fait la recherche sur les comptes dans cette université et son nom est sorti. Merci beaucoup, professeur, pour la mise en informations. Les officialités, nous avons invité quelques représentants des administrations publiques de la zone, je vois les officiers, mais je ne les connais pas tous. On n'a pas eu le temps de prendre le nom, je vois les représentants de l'université de Léon-Guémin, le département de philosophie, merci professeur. Le professeur Vénédois, le doyen Poix, merci pour toutes ces présences. Je ne saurais citer tous les professeurs, les représentants qui sont présents. Et bien sûr, le père recteur et la présidente du conseil scientifique.
Alors, premier point sur mon propos, l'idée du symposium. L'idée du symposium a surgi dans le plan de participation de notre établissement, donc la faculté de philosophie, à l'émergence africaine, à l'occasion de son 30e anniversaire. Nous nous sommes demandé s'il fallait parler de la métaphysique transcendantale et de sa destinée à l'occasion de notre célébration jubilaire. Bien évidemment, en échangeant avec les uns et les autres, nous avons pris un nouveau cap. Nous avons voulu réfléchir sur un sujet qui rejoint les préoccupations majeures des braves populations africaines. En son temps, le divin Aristote a inventé la métaphysique pour répondre aux questions de science et d'investissement du monde qui marquaient les hommes et les femmes de son époque. Il a élaboré la quadripolarité de la causalité, donc les 4 causes majeures qui explicitent le sens du monde et la dimension de la présence de l'homme en son sein. Nous, penseurs africains, nous voulons percer la réalité africaine et répondre aux problèmes que les personnes connaissent en Afrique. Donc les causes et les questions qui marquent les Africains, ce sont les problèmes de la famine, la faim, l'eau, l'énergie, la nourriture, la précarité, la SDECAF, en tant qu'idée et projet en vue de la croissance économique inclusive de l'Afrique, devient donc un locus théoricus pour le philosophe et pour la philosophie, notamment notre faculté. La SDECAF peut participer à l'émergence harmonique de l'Afrique. En se consacrant à sa matérialisation universitaire, la faculté de philosophie quitte le champ de la métaphysique transcendantale pour accéder à la physique documentale. Et le regretté professeur Etuna Mangaï parlait de cette physique documentale. Nous quittons donc une métaphysique des vapeurs pour accéder à la chose de la chose et la choséité matérielle. Deuxièmement, remerciements et projets de l'État à l'État. Je remercie tous ceux et celles, mes collaborateurs, les responsables, les experts de rectorat. Ils nous ont aidés à matérialiser le projet SDECAF à une carte fenêtre de vue. Je pense ici d'abord à une personne qui n'est pas présente, le professeur Isaac Kaba, qui certains connaissent, DG de l'économie de l'EPAC. Moi je l'appelle Papa Isaac depuis 20 ans, c'est comme un coach. Alors, je lui ai présenté le projet, moi je suis philosophe, il m'a dit, il faut quitter la conceptualité philosophique. Le projet SDECAF, c'est la matérialisation, l'accélération, la potentialisation. Donc, nous avons reformulé la totalité du projet en partant des conseils des économistes aguerris. Alors, l'orientation a changé pour mettre en valeur cette dimension de réalisation. Donc, le professeur Taban nous a aussi aidé, où il a été le tremplin de la sponsorisation par le MINEPAC de ce symposium. Nous avons croisé la route de plusieurs experts. M. Parfait, on avait discuté il y a très longtemps déjà, et il était très surpris, il a dit que les philosophes puissent s'intéresser à ce cas. Les ministères du commerce et de l'économie, à la demande du directeur, ont mis à notre disposition des experts pour accompagner le projet SDECAF. Donc M. Parfait, qui est là, qui est le négociateur principal et point focal de SDECAF au Cameroun, et M. Ingénieur Colombo, qui sera là le dernier jour aussi pour le compte du MINEPAC. Je remercie le directeur et toute son équipe pour le coaching et le soutien à la faculté à l'occasion de la célébration du jubilé. Je remercie tous les partenaires et les collaborateurs qui ont très vite compris la portée du projet SDECAF et nous ont aidés à matérialiser le projet. Pour terminer, je m'en vais vous livrer l'axe principal et les résultats du projet SDECAF. L'axe principal du projet est l'accélération et l'implémentation universitaire du projet SDECAF. Ceux qui ont pensé le projet SDECAF, M. Parfait, n'ont pas pensé à la dimension universitaire de ce projet et n'ont présenté aucun plan pédagogique, sauf si je me trompe. Alors nous postulons une SDECAF qui soit travaillée dans le monde universitaire et capacité dans le milieu de la recherche. Cette SDECAF pour retravailler, élargir, va contribuer à l'opérationnalisation donc du projet d'intégration. Nous postulons une SDECAF des peuples et des nations, une SDECAF en quelque sorte populaire. Qu'est-ce que la SDECAF du Ben Spinner? Donc, c'est-à-dire la SDECAF qui rejoint concrètement les préoccupations des braves populations locales.
Comme principaux résultats, nous avons ceux qui ont le livret ont les résultats à la fin, surtout nous avons voulu avoir les résultats avant le colloque. Premier résultat, l'initiation d'un certificat universitaire de haut niveau sur la SDK à l'UCAC, qui illustrera le résultat d'un parcours spécifique consacré aux formations sur les itinéraires, les thèmes et les pratiques inhérentes à la SDK. Je demande à l'équipe d'organisation de remettre au ministre les documents du projet. Au ministre, au père recteur et à M. Koulouzou. Par ici, devant ici. Donc, vous avez là, c'est la matérialisation. Le certificat existe déjà de façon virtuelle. Le projet a été écrit et il a été validé. Et le recteur a donné son accord. Donc, c'est ce certificat que nous demandons le soutien du ministère du Commerce pour sa matérialisation avec d'autres partenaires. C'est-à-dire, nous voulons un certificat l'année prochaine. Le chef de projet, c'est M. Koulouzou, qui est le responsable de l'unité de la formation continue. Le deuxième résultat, c'est le lancement du laboratoire d'accélération universitaire du projet SDECAF. Avec bonheur, il s'appelle l'OPZ. Pour ceux qui suivent les films de science-fiction, l'OPZ est un accélérateur de particules et qui porte l'énergie. Il peut planétariser l'énergie. Donc, nous voulons planétariser l'énergie de l'université en construction avec la SDECAF. Nous allons créer un laboratoire. En fait, le laboratoire existe déjà. Nous allons lui donner une formulation nouvelle pour opérationnaliser ici à l'étape de la SDECAF. Troisième résultat, la consultation de l'État, FACFILO, à travers le laboratoire InnoAfrica, l'OPZ, comme think tank de l'Union africaine et de l'intégration. Quatrième résultat, lancement du concours en but d'octroyer des bourses annuelles. C'est l'État africain pour les étudiants pour obtenir une licence master de doctorat. Cinquième résultat, très délicat, élection de la chaire certificat UCAC, les sciences pratiques et partenariation africaine, l'intégration africaine et la classe doctorat. Sixième résultat, publication des actes du symposium. Et enfin, septième résultat, création et promotion des clubs Union africaine SDECAF. Donc, nous sollicitons le soutien des autorités, le soutien des forces vives de l'université, des partenaires, pour que le projet SDECAF puisse avoir une dimensionnalisation universitaire. Je vous remercie. Merci, professeur Boulot, de nous présenter les éléments essentiels qui ont décidé au choix et à la thématisation de ce symposium. On peut y retenir simplement que c'est une prolongation d'une axiologie plus pratique de la philosophie en traitant les questions de l'homme et, comme on l'avait dit, en essayant de proposer une gaffe des peuples. Encore une fois, merci pour cette présentation. Je voudrais maintenant inviter Madame la Présidente du Conseil scientifique de l'Université catholique centrale, ici, Major, à prendre la parole pour son mot de circonstance. Vous avez le choix. Si vous choisissez la verticalité ascendante, Monsieur le représentant du ministre du Commerce, le professeur Bernard Magellan, Monsieur le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, professeur Thomas Bienvenu Tungui, Monsieur le vice-recteur, Dr Charles Moukala, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les chefs d'établissement, chers doyens Gaston Bourreau, chers enseignants à vos rangs et grades respectifs, chers étudiants,
Mesdames et messieurs, chers invités, la faculté de philosophie, à l'occasion de son 30e anniversaire,